Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde est connecté? Alors, je ne sais pas combien on a de personnes connectées pour l'instant. Mon équipe va me le dire. On va prendre quelques minutes d'abord pour attendre que tout le monde s'installe confortablement. Alors, j'ai la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi. Donc, merci James d'être venu. Merci Olivier. Et merci Mathieu, mon associé. Alors, on est en direct, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On remontera les commentaires et les questions. On est aujourd'hui dans un super studio. On a de la chance. On va pouvoir discuter pendant pratiquement 45 minutes, 1 heure, d'un sujet qui nous tient tous à cœur et qui est au centre des discussions aujourd'hui, qui fait un peu le buzz, on peut le dire. Je ne sais pas aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux savoir combien on est connecté? On attend encore du monde. Tout le monde est peut-être en train de s'installer devant son bureau. Ok, donc on commence à être pas mal. On va attendre encore un peu plus. On va aussi prendre le temps de discuter pendant ces 45 minutes, discuter de ces sujets. On ne va pas rentrer aussi trop dans le jargonnage et dans la tech. On va parler aussi business, parler d'évolution du paysage de la tech. Je pense que ça va être hyper intéressant. On va attendre encore un tout petit peu. Pour ceux qui se connectent, installez-vous. Peut-être certains avec leur déjeuner en face d'eux. J'attends qu'on me donne le go pour partir. Ok, donc on est 40 apparemment connectés. Est-ce qu'on attend encore un peu plus? Non, on va y aller. On me dit qu'on peut y aller. Bonjour à tous. Merci James, merci Olivier, merci Mathieu d'être ici. Aujourd'hui, on va débattre d'une question qui fait quand même beaucoup de bruit et qui fait le buzz, on va dire, depuis la sortie de ChatGPT, globalement. Est-ce que la tech est en train de devenir une commodité? Donc, on va prendre le temps de parler de tout ça. Alors, moi, ce que je vois d'un côté, c'est que l'IA générative, le low-code, le no-code, les frameworks qui sont ultra matures, ont permis d'accélérer énormément le build, donc la construction d'applications. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, et que c'est en train de casser les barrières techniques qu'on avait vécues avant. Donc, pour certains, depuis plus longtemps. Moi, je me souviens maintenant, depuis 15 ans que je suis dans le monde de la tech. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué et on peut constater une énorme accélération sur les 3 dernières années. De l'autre côté, il y a quand même aussi un sujet, c'est qu'on se rend compte qu'avec toutes ces innovations, le scale, la sécurité, la performance, la complexité de manière générale, sont des sujets compliqués encore pour la machine, des sujets compliqués avec les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, ça va être un peu le débat de ce jour, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on a atteint un palier, est-ce que finalement la tech telle qu'on la connaît depuis 3 ans tient vraiment ses promesses. On va aborder aussi évidemment ce sujet-là. Et dans un troisième temps, on va essayer aussi de se projeter. Qu'est-ce qui va se passer si un certain nombre de promesses sont tenues, si l'IA générative nous permet de faire des choses exceptionnelles? Comment ça va finalement redistribuer les cartes dans le monde de la tech? Comment les startups vont évoluer? Est-ce qu'il va toujours avoir une barrière finalement de la technique dans 3, 5, 10 ans? Et donc on va réfléchir sur ça, on va ensemble phosphorer et partager des idées. Et je pense que c'est un sujet, en tout cas, ultra actuel. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous sur ça. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous présenter chacun. Alors, qui veut commencer? J'en prie. Allez, James. Je démarre. Ouais, je démarre alors. Merci Joachim pour l'accueil, pour l'organisation, pour cette belle présentation. Merci de partager ce moment tous les 4 avec tout le monde. Moi, je suis James, j'ai 39 ans et je suis un geek depuis toujours. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de geeks autour de cette table et il y a des geeks aussi qui nous écoutent. Donc, je suis probablement moins geek qu'un grand nombre d'entre vous, mais geek, pour moi, ça veut dire que j'ai toujours aimé adopter les nouvelles technos
dès qu'elles apparaissaient. Et donc, à 10 ans, j'ai assemblé mon premier ordi. À 12 ans, j'ai développé mon premier jeu sur ma TI 82. Et ça a été un leitmotiv dans ma vie toujours d'adopter ce qui paraissait compliqué à tout le monde et de le vulgariser, de le mettre à disposition des autres. Si je fais, voilà, donc j'ai fait mon cursus ingénieur, etc. Mais si je fais un focus sur ce qui s'est passé en 2022 avec l'avènement de GPT, j'ai pu réaliser 3 rêves. Le premier, c'est d'écrire la façon dont j'ai rencontré ma femme. Donc j'ai écrit How I Met Your Mother pour mes enfants. Quand ils auront 15 ans, ils pourront lire ce livre parce que cette histoire est extraordinaire. Génial. Et que je voulais en perdre aucun morceau et que je voulais, avec l'IA, aller un cran plus loin et écrire ce micro-livre sur moi. Deuxième rêve, écrire les mémoires de mon grand-père. Donc il y a 95 ans aujourd'hui. Enfin, c'est pas son anniversaire, mais il a 95 ans. Et on a écrit à 4 mains, plus l'IA, ses mémoires. Et c'était quelque chose que j'essayais de faire depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, toutes les méthodes que j'avais utilisées ne marchaient pas. Et donc concrètement, j'ai confié à l'IA ce besoin. Et il m'a donné la liste des 22 questions qui ont pu démarrer avec mon grand-père. Et on a pu écrire ce livre qui est dans la bibliothèque de toute la famille. Et le troisième rêve, c'est de build quelque chose qui serve tout un marché. Et on a créé avec Yo et Nico, mes 2 associés, Clark. Clark, c'est en hommage à Clark Kent. Donc à l'image de Clark Kent, on donne des super pouvoirs aux agents du service client. Donc on a créé une solution verticale pour le service client. La plupart de nos clients sont des retailers et des e-commerçants. Et ce que l'on fait, c'est qu'on est une solution plug and play qui permet d'automatiser et de copiloter la réponse à toute question qui va être posée au service client pour faire gagner de la productivité et de la qualité. Voilà pour les explications sur Clark. Et donc, Clark, pour donner un ordre de grandeur, ça a démarré donc, il y a 2 ans et demi, début 23. Aujourd'hui, on est 20 et on travaille avec plus de 100 marques. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Bravo. Et puis, merci beaucoup. On suit la suite de Clark avec beaucoup d'intérêt. On est bordelais, hein, ensemble, on se connaît bien. Tu veux enchaîner, Olivier ? Avec plaisir. Donc moi, c'est Olivier. Alors moi, je suis dessus depuis 25 ans dans la tech. Je crois que j'ai aussi toujours adoré construire des choses. Et on va dire que j'ai commencé à bosser au moment des années 2000, dans le lancement de tous les portails, là où toutes les grosses boîtes ont commencé à se réinventer, essayer de définir des nouvelles façons d'échanger avec les gens, de gérer leurs process, de chercher de la performance. Et puis, les 15 dernières années, j'ai monté des boîtes. J'ai monté principalement 2 boîtes, des Legal Tech, et j'ai été, on va dire, CTO, CPO, et j'ai pu expérimenter en profondeur la tech, les enjeux, et puis des enjeux de scalabilité, de mise à l'échelle, puisqu'on est devenu une des plateformes mondiales pour gérer des sujets de propriété intellectuelle. Et depuis quelques temps, je bosse maintenant chez Serena en tant qu'operating. Serena, c'est un fonds de capital risque qui investit dans des startups et qui a la particularité, voire même peut-être l'unicité, de proposer un accompagnement opérationnel aux sociétés du portefeuille. C'est-à-dire que concrètement, au même moment que la société rejoint le portefeuille de Serena, on passe du temps avec eux et on descend dans la soute. On essaye d'ouvrir ensemble le moteur et essayer d'avoir ces discussions et ces échanges. Et je pense que les échanges qu'on aura aujourd'hui sont aussi un peu le reflet de toutes ces discussions qu'on peut avoir tous les jours. Et on va dire que il y a 25 ans, j'avais commencé à la naissance de l'Internet. Aujourd'hui, si on avait peur de s'embêter, je crois qu'on n'est pas déçu parce que je crois que toute l'expérience qu'on avait accumulée est en train d'être chamboulée, en tout cas remise en question. Bien sûr. Le fait est que du coup, c'est assez marrant. Bon, super. Merci, je te confirme que Serena est, à mon avis, le seul acteur dans ABC qui a vraiment professionnalisé cette approche. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'écosystème. Et je pense qu'un certain nombre de fonds devraient prendre exemple sur vous. Et en tout cas, on est ravis de t'avoir ici et on est ravis de pouvoir échanger avec toi. Mathieu, tu enchaînes. Moi, je suis Mathieu, je suis le cofondateur de Honest. On travaille ensemble avec Joachim depuis 9 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas, surtout à Joachim. Oui, surtout moi. Ouais. Je suis pas bordelais, pour le coup. Ingénieur aussi. Moi, ce qui m'a toujours vraiment intéressé, c'est de résoudre des problèmes.
Et donc, j'ai toujours abordé les choses en mode comment on résout des problèmes. Et la tech, pour moi, c'est un moyen de résoudre des problèmes. Il y a d'autres moyens, pas toujours aller sur la tech. Mais en tout cas, c'est un moyen plutôt efficace. Et c'est un peu le fondement de notre réflexion au sein de Honest. Donc, nous, on accompagne des sociétés qui ont des problématiques business qu'ils essayent de résoudre avec de la tech, avec des équipes internes qui tournent plus ou moins bien. Donc, on fait en sorte que les choses se remettent sur les rails et que les équipes tournent bien et qu'on résolve les bons problèmes de la bonne manière. Et la commodité tech, c'est quand même une bonne solution, selon moi, pour résoudre ce genre de problème. Je ne sais pas si on enchaîne direct sur le sujet, mais on va y arriver. J'ai des choses à dire. Ouais, je sens que tu as des choses à dire. Bah, écoute, on peut enchaîner dessus, mais c'est vrai, je pense qu'on va rentrer dans le sujet. On est 60, là, on me dit qu'on est plus de 60 déjà à nous suivre, donc c'est super. Merci à tous. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live. On va évidemment y répondre. On va partir tout de suite avec Mathieu, puisqu'il a envie d'en parler sur les sujets. Il a envie d'en découdre sur ça, et puis nous parler. Moi, j'ai eu le droit déjà à toutes ces histoires-là, mais je suis ravi que tu puisses les partager avec plein de monde. Mais ouais, que tu nous parles un peu plus, toi, de la façon dont tu as vu ces progrès dans la tech. On le voit beaucoup aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, on parle beaucoup d'IA générative. Mais parle-nous un peu plus des sujets tech. En tout cas, vas-y, raconte-nous ce qui t'anime. Ok, je vais vider mon sac. Ouais. Pour moi, en fait, sur la tech, on est sur un process depuis assez longtemps. Enfin, on est sur l'aboutissement, je sais pas, mais en tout cas, on est dans une trajectoire. Si on reprend la tech il y a 50-60 ans, il y avait quelques grosses boîtes qui pouvaient se payer des mainframes IBM et c'était vraiment pas du tout généralisé. Les ordinateurs, c'était quelque chose de quasiment mystique pour la plupart des gens ou complètement en dehors de leur périmètre. Petit à petit, on est allé sur le personal computer, donc les gens ont commencé à avoir des ordi chez eux. Et puis, petit à petit, on a simplifié les serveurs, on est passé sur des offres cloud, on a commencé à avoir des frameworks, alors que on reprend les gens qui faisaient du JavaScript il y a 10-15 ans, c'était un peu le foisonnement des frameworks, tout le monde sortait son truc et quelques-uns ont tiré leur épingle du jeu. Et on voit ça sur finalement toutes les problématiques tech. Au fur et à mesure du temps, on a des choses qui sortent qui facilitent la vie des personnes qui veulent construire autour de la tech. Et pour moi, l'IA, c'est la nouvelle frontière dans le sens où on commoditise l'un des derniers sujets de la tech qui est écrire le code. On a commoditisé la création d'infrastructures, le monitoring, etc. On a des briques qui se sont construites comme ça au fur et à mesure du temps. Sur des aspects purement techniques et des aspects fonctionnels aussi. Le paiement, Stripe, ça a été une révolution à son époque aussi. Et là, on arrive sur une nouvelle révolution qui est de se dire, en fait, même écrire du code, c'est plus vraiment l'enjeu quand on crée de la tech. L'enjeu, c'est de poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que je résous les bons problèmes ? Et on arrive à le faire d'une manière de plus en plus efficiente. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Et j'aimerais bien juste prendre peut-être une petite analogie, mais pour moi, la commoditisation, c'est comme si on avait une bibliothèque ou une librairie ou un endroit où on va stocker tout un tas de choses qu'on peut utiliser pour construire d'autres choses. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que je trouve que cette armoire ou cette bibliothèque de commodités informatiques, elle est en train de se remplir et à la vitesse grand V et avec de plus en plus de briques qui sont de plus en plus sophistiquées. Et donc moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que finalement, on doit hier construire chacune de ces briques, ces fonctionnalités, et qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans l'entrepôt dans lequel on a tout un tas de choses sur étagère. Et l'enjeu numéro 1, ça va être de choisir des briques dans ces étagères et de les mettre ensemble pour construire autre chose de plus sophistiqué, de plus performant, de plus harmonieux. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point cette commoditisation, pour moi, elle vient alimenter cette richesse d'optionnalité dans le monde de la tech aujourd'hui. Ok, intéressant. Mais ça veut dire que tu ressens quand même qu'il y a une accélération assez forte sur les 2-3 dernières années sur l'évolution de ces briques finalement. En fait, je pense que l'IA, et on parlera tout à l'heure de l'IA comme générateur de code, mais l'IA de façon générale, je trouve, a réintroduit un nouveau souffle, une nouvelle envie, un peu comme si on s'embêtait un peu, et que tout d'un coup, on se dit « Ah là là, mais il y a 50 000 trucs à faire supplémentaires ». Et moi, j'ai vraiment observé le nombre d'optionnalités et le nombre de possibilités sur cette étagère qui venait grossir. Ouais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement notable. C'est-à-dire que, outre l'aspect innovant dans l'absolu de l'IA, je trouve que l'envie
que l'IA a généré chez ces fabricants de briques ou chez toute cette optionnalité est assez remarquable et surtout enthousiasmante parce que du coup, elle donne plein d'opportunités et plein de possibilités. Ouais, mais c'est évident et je pense qu'on le voit aussi aujourd'hui tous les jours. Mais ce que tu disais est assez intéressant, c'est que est-ce que finalement, aujourd'hui, la machine ne va pas tout faire pour toi. C'est-à-dire qu'elle va déplacer finalement l'expertise. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, on peut arriver à faire du code, mais est-ce qu'on a les capacités à faire de l'architecture? Donc, est-ce que ces sujets-là sont un peu, finalement, est-ce qu'on est en train de déplacer ce curseur-là? Et ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis sur ça, quoi. Je me lance. Ouais, vas-y. En fait, si je rembobine il y a 2 ans et demi, donc on est au mois d'avril 2023, Nico, qui a fait 15 ans de service client, vient nous voir en disant « I had a dream, on va créer Super Agent qui deviendra Clark. » Et j'ai écrit un one-pager de la vision. Donc il a écrit ce one-pager de la vision. Et donc, on avait l'idée. Et on sait tous que dans le jargon, dès qu'on fait de l'innovation depuis toujours, « idea is worth nothing without execution ». Donc on part de ce principe-là et on dit « Ok, l'idée c'est beau, mais il faut tout de suite le mettre dans les mains des utilisateurs ». Et donc, dans ce chemin, pour le mettre dans les mains des utilisateurs, donc on utilise l'IA, stricto sensu. Donc, ce que tu disais, dans l'absolu, l'IA a permis ça, mais sur le chemin, l'IA nous a permis plein d'autres choses. Donc, on a transformé l'idée en prototype en quelques semaines grâce à la production de données fictives. Donc, c'est-à-dire que les premières données qu'on a utilisées ont été des données fictives qu'on a créées grâce à GPT. Et donc, on a pu entraîner notre algo sur des batchs de données fictives. Et donc, on a pu passer de l'idée au proto très rapidement. Ouais. Donc ça a été un premier bloqueur qui a été complètement levé, qui avant, était impossible. Ouais. Donc, ça veut dire que avant, j'allais voir mon premier bêta client, qui dans le jargon s'appelle un design partner. Quand j'allais voir un design partner, je lui disais, je voudrais mettre à l'épreuve du feu mon idée. Ouais. Là, ça a déjà été mis à l'épreuve du feu sur de la donnée fictive. Et donc, la deuxième étape, c'est de le mettre à l'épreuve du feu des données réelles. Et donc, c'est là qu'on a été voir des premiers design partners et on a raconté cette histoire à, en gros, une vingtaine de design partners potentiels. Parmi les 20, il y en avait 10 qui nous ont dit « Vous faites exactement ce que je voudrais faire ». Et puis, on leur a fait tester le proto de la solution. Et il y en a quelques-uns qui nous ont dit « Mais attendez, si vous venez de démarrer il y a quelques semaines, pourquoi je passerai par vous en buy plutôt qu'en make ?» Et donc, il y a certains acteurs qui ont dit à ce moment-là, si c'est si facile à faire, le démarrage, je vais le faire de mon côté. Et quand on parle 2 ans et demi plus tard à ces personnes-là, ces mêmes acteurs, ils n'ont pas avancé. Pourquoi ? Agilité, focus, itération Ouais. et at scale sur l'intégralité. Donc, le premier débloqueur de la situation pour moi, ça a été vraiment le côté on était 3 et on a pu aller, avant d'aller à l'épreuve du feu, le tester sur de l'échantillon fictif. Et ça, je trouve qu'on le voit à la fois en amorçage, comme tu le décris très bien, mais on le voit aussi sur des produits un peu plus matures, dans lesquels on peut tester un certain nombre de choses directement dans le cycle de vente pour aller beaucoup plus rapidement sur le marché. C'est-à-dire que ça, on l'observe, et nous, on a un certain nombre de boîtes qui le font de façon assez admirable, de se dire, en fait, dès qu'on a une intuition, même sur un produit mature, on va pouvoir, quelque part, en quelques instants, pouvoir la développer dans un cadre applicatif déjà connu, l'aller la tester sur le marché, avoir du feedback, etc. Ouais. Et souvent, on revient avec peut-être un certain nombre d'itérations, on fait quelques boucles, on peut s'adapter, et là, on sait vraiment ce qu'on doit développer. La question va être de savoir à quel moment on va la passer en production. Et c'est peut-être là où les choses vont se compliquer un peu. Ouais, c'est vrai que ça accélère énormément le go-to-market, globalement. Mais derrière, ce qui m'intéresse aussi, James, c'est est-ce qu'aujourd'hui, donc tu as fait finalement ton MVP, vous avez pu aller tester ça en live finalement avec vos clients, et ça a eu un impact très fort parce que les gens, je pense, ont dû être étonnés quand tu as fait ça. Mais derrière, comment tu as travaillé avec tes développeurs, par exemple ? Quand tu es passé sur une V0 ou une V1, est-ce que finalement, tu as aussi utilisé l'IA pour aller chercher de la vélocité, ou est-ce qu'à un moment, tu as senti qu'il y avait quand même une barrière par rapport à la complexité que tu voulais construire ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, toi, sur ton expérience ? Il y a 2 parties dans cette question. C'est 1, quand on a branché, ça a fonctionné. Et puis 2, comment on a intégré les nouveaux venus. Donc, quand on est passé de 3 à 20 aujourd'hui, comment on a fait ? Donc, la première étape, c'est on a eu une idée de génie qui a été d'intégrer dans l'utilisation de notre solution
un retour, donc une feedback loop sur 100% du flux qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire que notre métier, c'était de produire un draft de réponse, un brouillon de réponse, et sur 100% des cas, on avait un retour homogène, uniforme, qui nous permettait de savoir si notre produit était bon ou pas bon. Et donc, sur le chemin, notre seul focus, la North Star métrique, c'était le success rate, donc le taux de fiabilité des suggestions qu'on allait produire. Donc, on avait un leitmotiv dans toute notre production, dans tout notre outil de production, c'était d'améliorer cet unique indicateur. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, on a tout rassemblé autour d'un indicateur avec une mesure homogène dans le temps. Ça nous a permis d'avoir, aujourd'hui, on a plus de 10 millions de cases qui sont passés dans notre machine sur lesquels on a eu ces feedback loops. Et donc, ces 10 millions de cases, ils ont été à l'épreuve du feu et donc, ils ont permis d'enrichir et d'améliorer l'algo. Derrière, quand on a commencé à développer, donc aujourd'hui, il y avait exclusivement Yo qui faisait le code, Nico qui faisait le produit. Puis on a élargi l'équipe tech, et donc l'équipe tech, elle est venue. Et donc on a recruté des profils très seniors dès le début. On en parlait d'ailleurs un petit peu en amont. Et ces équipes très seniors, on les a. Il y en a un qu'on a mis sur un projet. Alors c'est assez intéressant parce que quand on a fait le développement, on a utilisé la méthode RICE. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode RICE. Reach, Impact, Confidence, Effort. Donc, on fait Reach fois Impact fois Confidence divisé par les efforts. Et donc là, on vient regarder quelles sont les prochaines features qu'on va développer et quel est l'impact sur le business. Et donc, en fait, c'est un enjeu très business. C'est comment allier le business à la roadmap. Et donc, on a fait des focus très, très spécifiques là-dessus. Et donc, on a permis d'aligner nos devs sur ces éléments. Okay. Et ta question était comment on intègre l'IA dedans. Et donc, dans le process de recrutement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé sur l'adoption de l'IA, donc les recrutements qu'on a fait dès l'année 2023. Et on a fait des tests. Et derrière, comme on se le disait aussi un petit peu en préambule, pour moi, un des moteurs clés du sujet, c'est la curiosité, c'est le moteur de la réussite. Et donc, il fallait que les personnes qui allaient venir à bord adoptent carrément l'IA. Et ce que raconte Yo aussi, c'est que dans la chaîne des personnes qui ont été recrutées, il y a à chaque fois une connexion entre deux devs. Donc, il y a un dev qui va gérer du Python, du JS, et puis il y en a un qui va traiter du... Et donc, en fait, on va avoir une archi qui va être hyper implémentée où il va y avoir à chaque fois deux devs qui vont pouvoir joindre leurs forces sur un socle commun et aller chercher le suivant. D'accord. Et donc on va chercher toujours un cran plus loin comme ça. D'accord. Ouais, hyper intéressant. Mathieu, est-ce que tu avais envie de réagir à tout ça et revenir un peu sur le sujet aussi de cette commodité? Est-ce que finalement, parce que j'ai le sentiment dont on en parle, c'est que ce sont des outils qui accélèrent un certain nombre de choses. Mais parler de commodité, on est quand même encore un peu loin. Il y a plusieurs sujets. En fait, ce que dit James me fait penser à pas mal de choses différentes. Pour moi, déjà, il y a en fait effectivement cette méthode. La méthode RICE, c'est un truc très connu et très implémenté dans les startups. Et du coup, déjà, ça répond à une partie du problème, c'est se dire quel problème on priorise en premier. Et via les commodités, on va aller assez vite sur cette réponse au problème et tester une hypothèse. Finalement, faire du business, c'est tout le temps tester des hypothèses. Plus on la teste vite, moins on risque de perdre si on n'a pas pris la bonne hypothèse. Et cette commodité permet de le faire plus vite. Il y a un sujet qui, à mon avis, est quand même structurel sur cette question des commodités et au-delà de l'IA. Enfin, ça se pose sur tous les sujets tech de commodité. Pour des organisations qui se créent au moment où cette nouvelle commodité émerge, c'est assez facile de l'intégrer. C'est ce que vous avez vécu finalement. On a une organisation feuille blanche. Du coup, on peut sélectionner les profils qui déjà sont intéressés par cette techno, ce mode de fonctionnement, et puis on va développer notre méthodo autour de cette techno. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sur des organisations qui sont plus anciennes, on parle souvent de dette technique, mais il y a aussi une dette organisationnelle. Comment tu fais dans une structure où il y a 200 personnes, par exemple 200 devs, pour mettre en place ces nouvelles technos, ces nouvelles commodités. Et on a pu intervenir sur des structures qui sont plus grosses. Typiquement, le déploiement du cloud dans des grosses structures, c'est des choses qui mettent des années à se mettre en place, alors que les nouvelles sociétés le prennent directement. Donc, c'est une commodité, à mon avis, mais où on a une espèce d'énorme traîne entre les nouveaux arrivants qui peuvent l'intégrer très très vite et les anciens qui ont leurs anciens modes de fonctionnement, qui vont s'adapter, mais qui auront toujours un retard assez important. Et finalement, comme on note aussi une évolution assez exponentielle des options qui sont sur étagère, parce que plus on a d'outils pour les développer, plus on en développe et plus on en développe vite, il y a un risque de décrochage en fait entre les sociétés plus récentes qui les intègrent rapidement et les sociétés qui ont un certain historique et du coup ont du mal à changer et à les intégrer parce que c'est très coûteux finalement.
Ouais, et finalement, je pense que on est en train de vivre une période de transition. Ouais. Moi, c'est ce que j'observe un peu dans pas mal de boîtes. Les équipes tech, je trouve, sont en train d'évoluer. Je crois qu'on arrive à un moment où tout le monde a accepté le fait de se faire aider au quotidien par des assistants, etc. Ce qui n'était pas gagné il y a un an ou 18 mois. C'est-à-dire que quand on doit passer de je maîtrise tout, mon domaine technique, mon architecture, la façon dont j'organise mon code, mon algorithmie et tout, à en fait, j'ai un certain nombre de choses avec des suggestions qui arrivent, que je dois challenger, qui me proposent ça. Ah ouais, c'est intéressant, mais est-ce que, etc. Donc, c'est quand même un énorme changement. Néanmoins, ce que j'observe quand même, c'est que la plupart des équipes tech, maintenant, c'est devenu leur quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent plus trop la question, ils challengent le truc, mais c'est devenu un truc qui les augmente. On fait des revues de code avec des suggestions automatisées. On construit des datas. Je trouve que cet exemple est important. Enfin, scaffolder des API, c'est toujours galère. Enfin, voilà, on voit qu'il y a tout un tas de choses qui font que là, ils les ont intégrées. Par contre, ce qu'on observe, et c'est là où c'est un peu transitoire, c'est que si je file un peu cette analogie de l'étagère dans laquelle on a toutes nos commodités, il y a tellement d'optionnalités, et cette optionnalité, elle est en plus tellement rapide, elle est tellement, elle n'est pas instable, mais peut-être foisonnante, que en fait, c'est compliqué d'être toujours au courant de ce que font les frameworks qui viennent de sortir il y a 15 jours, d'avoir une opinion là-dessus, de se dire, OK, on se met d'accord, on utilise quoi, on teste, c'est bien pour savoir ce qu'on fait, mais en fait, à un moment, il faut peut-être qu'on ait une politique, etc. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on va dire, en fait, il faut embaucher des seniors. Parce qu'en fait, effectivement, les seniors, ils ont cette capacité de prendre un peu de recul, d'avoir peut-être une vision critique sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, c'est surtout parce qu'on a besoin de commencer à se faire des convictions sur, dans mon étagère, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse, quelles sont les bonnes briques, quelles sont les mauvaises briques, quelles sont les briques adaptées à ce que je dois faire à un moment T. Et donc ça, je pense que cette situation transitoire, elle a pour réflexe de dire, il faut qu'on ait beaucoup de seniors, mais elle a surtout, à mon avis, elle rend surtout important le fait de se dire, OK, on s'assoit et on commence à réfléchir à comment on construit dans ce nouveau paysage technologique. Ouais. Donc, je trouve que c'est surtout important de ne pas trop tirer de conclusions, parce que ça va tellement vite, mais peut-être rapporter un peu de temps et de réflexion et de prise de recul dans qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, etc. Oui, c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire avec l'état d'esprit qu'on voit dans la Silicon Valley aujourd'hui, où c'est plutôt une course en avant. Enfin, le 996, ça a fait beaucoup parler. Donc, en gros, faire 9h du matin, 9h du soir, 6 jours par semaine. Il y a un vrai sujet aujourd'hui d'état d'esprit général, de course en avant. Enfin, on a l'impression de voir des gens qui se disent que c'est un peu la fin du monde et qu'en fait, il faut courir le plus vite possible pour éviter de se faire choper par la vague. Et c'est un peu contradictoire avec ce que tu dis, où en fait, il faut prendre du recul. Je suis assez d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, les gens qui travaillent sur ces technos, typiquement, si on parle d'IA, si on fait un petit focus IA, sont dans cette course en avant et j'imagine avec un état d'esprit de winner takes all. Ouais. Et du coup, on a envie d'être l'équipe qui va gagner. Ouais. Et du coup, on met tous les moyens possibles, presque en mode effort de guerre. Et toute notre industrie se focalise sur ça. On met toutes nos ressources pour être les premiers, pour gagner, parce qu'on pense que c'est une bataille décisive et qu'après, il n'y en aura plus. Mais on l'évoquait tout à l'heure, là, dans le cycle de l'innovation, il y en a toujours qui courent très vite. La seule question, c'est est-ce que c'est eux qui vont au final gagner le truc, parce qu'il y a peut-être quelques murs qui vont se prendre au passage. Donc, je pense que ceux qui courent très vite sont essentiels pour remplir l'étagère d'optionnalité. Je trouve que c'est intéressant de toujours se challenger en disant, voilà, je vais vite, mais je vais vite aussi dans ma capacité à observer cette étagère pour savoir ce que je vais faire des briques qui sont dessus, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un risque un peu de saturation aussi du marché ? Il y a tellement d'options, à un moment, se tenir au courant. Tu prends n'importe quel SaaS un peu basique, les options possibles sur les CRM, sur les logiciels de facturation, n'importe quoi. Comment tu fais pour t'y retrouver ? Ça devient un enfer pour un CTO qui a envie de se faire son benchmark. Il en a pour assez longtemps, finalement. Mais je pense que c'est là aussi où va se déplacer un certain nombre d'expertises. C'est qu'il y a des gens qui vont être experts pour t'aider à faire ça. Ça sera leur métier de benchmarker en permanence. Parce que si les outils évoluent aussi vite que ce qu'on a aujourd'hui, c'est impossible de suivre le rythme, je pense. Donc voilà, ces briques-là dont tu parlais, il va peut-être y avoir à un moment, pareil, une expertise
différente ou un nouveau métier qui va se créer, pas un nouveau métier, mais une nouvelle expertise sur ces sujets-là qui va permettre aux gens de la tech de mieux savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds, quoi. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Enfin, et c'est pareil rien que sur les outils de code. Voilà, il y a tellement de solutions et j'ai l'impression que, en tout cas, les développeurs, quand ils m'en parlent, il y en a une qui était pas bien il y a 3 semaines et maintenant elle est incroyable. Comment on fait pour s'adapter à ça, quoi? C'est un vrai sujet. Et moi, ça me rappelle une décision qu'on a prise dès le début avec Yo et Nico, qui est de dire, OK, on est en 2023, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. En revanche, on sait que l'IA va se commoditiser, j'ai réussi à le dire. Oui. Et donc, on ne veut pas dépendre d'une seule source d'API, de token, d'IA. Donc, on décide de ne pas produire la nôtre. 2, on décide d'être un orchestrateur et d'être ce qu'on appelle LLM agnostique. Et donc, de pouvoir se brancher facilement sur n'importe quel LLM qui pourrait apparaître. Donc, aujourd'hui, on est branché à OpenAI, on est branché à Claude, on est branché à Mistral et on est branché à Llama. Et on vient injecter du flux, on vient monitorer tout ça. Donc, c'est-à-dire que dans l'architecture, by design, on a dès le début pris une décision de dire ça peut changer d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre ou d'une minute à l'autre. Parce que je vous invite tous à regarder status.openai.com et vous allez voir dans le temps, sur les 90 derniers jours, le statut de l'API, le statut de ChatGPT. Vous verrez avec un code couleur vert, orange, rouge. Et donc, vous verrez qu'il y a des défauts tous les jours, des défaillances tous les jours. Alors, beaucoup moins sur l'API que sur ChatGPT, mais si on provide une techno sur la base de ça et que ça ne fonctionne plus, on est bloqué. Et donc, on ne peut pas avoir de dépendance à un provider. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire que dans l'architecture et la conception, quand on part d'une page blanche en 2023, c'est hyper facile. Finalement, c'est une bonne décision qu'on a prise. Ceux qui doivent pivoter, ceux qui doivent ajouter à leurs produits, c'est plus compliqué. Et la deuxième illustration que je veux faire sur cette partie-là, c'est finalement sur l'illustration que moi j'observe en concurrence par rapport à mon produit. Parce que moi-même, je suis benché quand on veut adopter Clark, et donc une solution d'IA pour le service client. En 2023, il y avait les first movers, donc quelques acteurs qui apparaissent, et ce sont ceux qui sont parvenus à lever des fonds parce qu'ils faisaient partie des first movers. En 2024, il y a eu l'économie du clonage où, pour le coup, il y a eu énormément de nouveaux acteurs qui sont apparus et qui faisaient une partie du produit que Clark fait et que les concurrents solides de Clark font et qui ont capté des parts de marché. Et en 2025, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un marché de consolidation où justement ces acteurs qui ont des produits qui ne sont pas au niveau et qui font une partie des features pour une partie du prix, ne produisent pas les effets de la méthode. Et donc, ce qui garantit derrière la bonne décision d'un point de vue business, c'est OK, j'achète une techno, mais surtout, je mesure les effets de la méthode. Et cette mesure des effets de la méthode, il faut l'embarquer dans son produit aussi pour pouvoir délivrer à celui qui achète la solution combien je t'apporte, combien je te fais gagner. Et c'est pas du fake it until you make it, c'est du plug and measure. Ce que j'aime bien dans ce que tu partages, et ça me fait penser à un truc, mais c'est que de plus en plus, on est dans des analogies avec un monde industriel assez standard. Ouais. Et moi, le truc qui me frappe le plus, c'est que je pense que le fait que, effectivement, on se dit que la tech est en train de se commoditiser, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas d'optionnalités, tout un tas de composants, etc., c'est en fait que aussi la tech devient quelque chose d'assez mature, dans lequel finalement on n'est plus à se poser la question de se dire comme un artisan, je fais chacun de mes composants. Mais en fait, comme un industriel, je dis j'ai tout un tas de choses sur le marché avec des enjeux de qualité, des enjeux de sélection, des enjeux de test, etc. Que je vais sélectionner. Et une fois que je vais les avoir sélectionnés, sans me poser la question de savoir éternellement est-ce que c'est la bonne brique, est-ce que c'est pas la bonne brique, etc., je vais les assembler avec méthode. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, parce que en général, le responsable des méthodes dans une usine, c'est pas n'importe quoi. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que plutôt que la commodisation de la tech, j'aurais tendance à dire qu'on arrive plutôt à l'ère de l'industrialisation de la tech. Et la tech devient un peu des enjeux de supply chain, c'est-à-dire d'apporter la bonne brique au bon moment, avec le bon coût, au bon endroit, avec des choix forts.
parfois, qui sont des choix de partenariat, des choix de make it, buy it, partner, etc. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que cette analogie-là, quelque part, moi, en général, elle me force à avoir un peu d'humilité par rapport au fait de se dire, on est en phase de grandes révolutions de l'homme, on va être remplacé, etc. Mais en fait, de se dire, je suis en phase de choses et de mouvements, de changements très forts qui sont déjà arrivés aussi et qui consistent à prendre en compte une nouvelle complexité, une nouvelle dose d'optionnalité pour en faire des choses, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, le génie créatif de tous ces fondateurs et tous ces entrepreneurs, c'est aussi d'évoluer avec cette offre, avec toujours, et c'est ce que tu décris là, en sous-jacent, des idées pour se dire, tiens, si j'imbriquais mes briques de certaines façons, je pourrais faire des choses qui ont vachement de valeur, quoi. Ouais, super intéressant. Alors, j'aime beaucoup le concept d'industrialisation. Je pense qu'on est potentiellement tous d'accord autour de cette table. On a une question en ligne. Question de Jean-Marc Charles, que je salue. Quel est l'impact sur le recrutement dans vos sociétés aujourd'hui? Et on voit une corrélation avec une baisse des recrutements juniors, mais est-ce que c'est avéré aujourd'hui dans les sociétés que vous voyez? Question de Jean-Marc. Qui démarre? Moi, je peux illustrer pour démarrer. Ouais. Alors, je ne serai pas représentatif du marché parce que nous, on a pris la décision quand on a démarré de recruter en priorité des profils seniors. Donc, quand on a démarré, évidemment, on a pris des profils seniors qui avaient la capacité d'adopter les outils. Et puis, il y a eu une deuxième vague de recrutement derrière où, pour le coup, on a été chercher des profils un peu plus juniors. Donc on a découpé ça en deux et sur la partie développeur notamment ils ont pu bénéficier de ce qui avait été créé par les premiers. Donc il y a eu une transition, il y a un accompagnement. En revanche, je suis probablement pas représentatif de ce que vous pourriez avoir pu observer chez vos clients et dans vos participations. Parce que on est encore très peu de développeurs. Donc nous, aujourd'hui, on est, comme je le disais, un peu moins d'une vingtaine au total. Et donc, quand les éditeurs dans lesquels on se connecte, ils ont 1000 fois plus de développeurs que nous. Et donc, eux, pour le coup, ils communiquent beaucoup sur interruption des recrutements ou réduction. Ok. Mathieu, non? Tu avais envie d'en parler? Comme tu veux. Ouais, juste un mot, mais... Senior, junior, c'est sûr que moi, je vois la question qui se pose beaucoup. C'est-à-dire que ça fait beaucoup parler, etc. Moi, je la balaye pas parce qu'elle est, je pense, importante. Et puis, en fait, elle s'est toujours un peu posée en fonction des phases de développement d'une boîte. Vraiment, à certains moments, on est prêt pour faire du management, quoi. C'est-à-dire un peu d'efficacité. À d'autres phases, on doit plutôt avoir de la seniorité pour structurer. Donc, je dirais que c'est assez naturel dans le cycle. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, ou aussi, c'est d'observer la diversité des recrutements à l'image de la diversité de l'optionnalité, si je peux le mettre comme ça, ou de la commoditisation. Okay. Mais en fait, ce que je vois quand même, c'est que les équipes tech, on va les appeler comme ça, elles sont de plus en plus structurées pour traiter des problématiques qui peuvent plus forcément être traitées de la même façon dans un seul bloc, quoi. Et donc, de plus en plus fréquemment et de plus en plus vite dans le stade du développement, on se retrouve quand même avec des équipes qui sont certaines spécialisées sur la couche applicative pour être la chaîne de robots d'assemblage de l'usine qui appelle tous ces composants. Les équipes de data qui vont avoir des logiques un peu différentes, plus asynchrones, avec des technologies peut-être parfois différentes. Et puis maintenant, vraiment des équipes d'IA qui vont avoir encore d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de déléguer un peu d'algorithmie à des LLM, ce qui n'est pas évident pour un tech, et puis surtout d'inventer tout cet écosystème qui va faire qu'il va pouvoir faire cette délégation en toute sécurité, c'est-à-dire qu'il va mettre en place des garde-boue, la tuyauterie, des garde-fous, plus que des garde-boue, pardon. Mais c'était pas mal. C'est parce qu'on a parlé de trail avant de démarrer. Exactement. Mais c'est peut-être... et je pense que ça, c'est intéressant parce que je trouve que les équipes de dev, souvent on dit, t'as combien de devs en fait? Mais à l'ère de l'industrialisation, en fait, la question, c'est plus t'as combien de devs, c'est comment t'es organisé pour traiter toute cette complexité. Oui. Et même quand t'es petit,
En fait, la vérité, c'est que l'intégration avec des clients, quand on a un play corporate, c'est pas des sujets simples, c'est des sujets très data-driven dans lesquels on doit mettre en place des vrais pipelines, c'est-à-dire que de données pour amener les données du client là-dessus, on doit les monitorer, etc. Et puis à l'autre bout, on a des sujets d'IA dans lesquels il y a des nouvelles problématiques, de se dire comment je surveille les coûts, comment je gère mes prompts, comment je fais que tout ça, il n'y ait pas de régression à chaque fois que je change de modèle, etc. Et donc le problème, c'est que du coup, on voit vite que la dichotomie senior-junior, elle est un peu dépassée par cette complexité, quoi. Ouais. Non, mais je suis tout à fait aligné avec toi. C'est assez intéressant. Alors, il y a un commentaire donc, de Simon qui dit « À date, j'ai le sentiment que la question n'est pas forcément junior ou senior, mais plutôt est-ce que le profil utilise les outils actuels, à savoir l'IA ?» Voilà. Est-ce qu'il y a une sensibilité, quoi. J'ai quand même l'impression qu'il y a, en tout cas en ce moment, un mouvement de fond qui est de se dire il y a eu une époque, il y a 5 ans, où on levait beaucoup d'argent et on faisait des grosses équipes, on recrutait 200 personnes d'un coup. Et je pense qu'on est un peu sorti quand même de cet état d'esprit où on est plus en mode petites équipes, très autonomes, avec des outils dont l'IA, mais c'est pas le seul, Vélocité, qui les rendent beaucoup plus performantes. Et on est plutôt dans cette recherche d'efficience sur la manière de construire les équipes. Et après, sur l'organisation, ce que tu dis, ça me fait penser directement à Team Topologies, qui est un super bouquin que je vous conseille, sur comment organiser des équipes techniques. En fait, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on réinvente pas la roue, c'est juste qu'on a des réponses plus faciles à des problèmes qu'on avait du mal à résoudre avant, ou typiquement mettre en place du monitoring, de l'observabilité. On avait besoin d'une équipe dédiée. Aujourd'hui, on plug un Grafana, on le paramètre et c'est fait assez facilement. Et en fait, une demi-personne sur 2 jours, ça suffit. Mais les problématiques de base restent et on reste à avoir besoin d'équipes qui sont plus à gérer des sous-systèmes complexes, des équipes qui sont plutôt streamlined, qui vont qui vont travailler sur un domaine et produire de la valeur pour les clients, des équipes qui vont plutôt s'orienter sur les outils, mais avec des problématiques en plus qui sont typiquement sur la developer experience, qui est de se dire comment on l'a fait à l'heure de l'IA et comment, au-delà de travailler sur on a du beau code qui est bien propre, on va travailler sur mettre les bonnes règles sur Cursor, si on utilise Cursor ou autre. Comment on connecte ça à notre base documentaire Notion pour qu'il y ait un maximum de contexte sur l'outil qui va aider nos développeurs à travailler. Les problématiques se déplacent un petit peu, mais en tout cas, les solutions se déplacent un petit peu, mais le problème de base reste toujours le même finalement. Ok, intéressant. Alors moi, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Y a un sujet, j'ai vu dernièrement un article qui parlait de Goldman Sachs qui a son développeur IA maintenant, d'accord, qui développe, débug, fait le QA, fait tout seul. Bon, on apprend dans le même article qu'il y a 70% de ce qu'il fait ne marche pas. Mais il y a une vraie, il y a quelque chose, c'est-à-dire que si Goldman Sachs le fait, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent en sortir quelque chose, et je pense que c'est un investissement pour le futur. Est-ce que dans 5 ans, alors on parle là du cas particulier de la personne qui code, mais est-ce qu'on peut se retrouver dans 5 ans avec finalement plus de développeurs, quoi. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui vous semble plausible ? Est-ce que Goldman Sachs a raison dans son pari d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais peut-être rebondir là-dessus. Il y a 2 trucs. Ce dont tu parles, la correction, etc., il y a un terme aujourd'hui qu'on utilise pas mal, c'est AI slop, où en gros, ça produit de la soupe un peu dégueu. Et même les créatifs le font. L'IA génère une image et après, un créatif repasse derrière pour enlever le 6e doigt sur la photo, parce que ça se voit quand même. Je pense que c'est transitoire comme période. Après, est-ce qu'il y aura toujours des développeurs ? Ça dépend ce qu'on met derrière le terme développeur. Je pense que, en fait, le développeur concepteur, comme on l'imaginait il y a 20 ans, où toute la conception a été faite par quelqu'un sur papier et ensuite on a finalement plutôt un intégrateur qui écrit le code pour mettre en place la conception. Ça, je pense que c'est un métier qui est voué à disparaître parce que, en fait, écrire du code de bonne qualité, les outils IA commencent à savoir le faire et le font de mieux en mieux, et il y a une accélération très très forte sur les 2 dernières années et ça ne va pas s'arrêter. Par contre, toujours se poser les bonnes questions, analyser les systèmes, finalement donner à ce qui va écrire le code les bonnes informations pour que le code soit écrit de la bonne manière et réponde aux bons problèmes, je pense que ça, on en aura toujours besoin. Et donc, il y a peut-être une évolution du métier de développeur vers un métier qu'on qualifierait plutôt d'architecte aujourd'hui. Mais on aura toujours besoin de gens qui interagissent avec la machine. C'est simplement la manière d'interagir. Aujourd'hui, quand on interagit avec une machine, c'est via le code. Demain, ça sera probablement pas via le code, ça sera via un outil de prompting ou autre. Mais on a toujours besoin de gens qui vont interagir avec la machine et qui font la passerelle entre les problèmes humains du monde
réel, entre guillemets, c'est pas le long terme, mais du monde physique, versus la partie virtuelle et la partie machine. Ouais. Mais ça montre quand même qu'il y a une évolution. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a 10 ans, on allait prendre peut-être 20, 30 développeurs, ou en tout cas une équipe tech importante pour faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on se recentre sur des équipes plus petites grâce à l'IA et grâce à d'autres outils. On a trouvé une vélocité plus importante. On réduit quand même les équipes. Les équipes se réduisent. Et avant, c'est le cas aujourd'hui encore, mais est-ce que demain, ce sera la même chose ? On levait des fonds pour embaucher des personnes. Donc, il y a un changement énorme qui est en train de se produire. Avant, il fallait peut-être 10 millions pour pouvoir, on va dire, se positionner sur un marché. Maintenant, il faut qu'un seul million. Donc, il y a un vrai changement qui est en train de se créer. Comment ça va impacter le marché dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ? Si on a besoin de plus de, 50 000 euros ou 100 000 euros pour investir dans un produit et pour aller chercher ses clients, qu'est-ce qui va se passer sur ce marché-là ? Est-ce qu'il ne va pas avoir une guerre de l'attention ? Est-ce que ça ne va pas se déplacer vers le marketing ? Est-ce qu'il n'y a pas ces sujets-là qui vont arriver assez vite ? Moi, je pense qu'on est en train de vivre une période transitoire. C'est-à-dire qu'on vit une respiration pour absorber la complexité. Néanmoins, je pense que le marketing est un enjeu pour faire de l'acquisition, clairement, et le sera toujours. Mais la rétention, elle restera, à mon avis, pour assez longtemps du côté de la qualité du produit, donc de la façon de le construire. Et moi, dans l'industrie, je ne crois pas trop à la magie, globalement. C'est-à-dire que je me dis, en fait, pour construire des choses, dans un contexte donné, qui plaise à un moment donné, en tout cas que des gens sont capables d'acheter, qui a de la valeur, et il faut savoir faire des choses. Donc je pense que après un temps peut-être de respiration et d'absorption de cette complexité nouvelle, de se retrouver face à tous ces outils, tous ces accélérateurs, je suis assez confiant sur le fait que la tech et la façon de construire des choses, le positionnement d'architecte, je crois que c'est clairement un élément, une bonne façon de le décrire, va à nouveau permettre d'accélérer. C'est-à-dire que d'accélérer dans ce nouveau paysage de complexité et de créer des choses encore plus extraordinaire, avec plein d'applications industrielles, encore plus de valeur, etc. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que tout ça se déplace. On est peut-être en train de vivre un peu ce temps d'absorption de la complexité, mais l'ère de l'industrialisation, j'ai absolument pas de doute qu'elle va apporter tout un tas de nouvelles problématiques et de nouveaux challenges à construire. Super. Et j'aimerais ajouter une notion qui est autour de la polyvalence du développeur. Moi, ce que j'observe, c'est que les développeurs, au-delà d'être maintenant capables de faire bien plus que coder, c'est-à-dire pouvoir designer, pouvoir faire l'architecture et aller jusqu'au business, donc vraiment imaginer, conceptualiser la problématique pour pouvoir faire émerger la solution, à tel point que, par exemple, chez nous, les développeurs nous demandent en permanence est-ce que ce qu'ils ont développé a généré du revenu. Et donc, il y a une vraie connexion avec le business. Dans les environnements dans lesquels je suis passé dans mes premières années de carrière, le développeur, il ne voulait pas savoir si ça avait généré du revenu, il voulait savoir si son code était propre. Oui. Et donc ça, c'est une nouvelle illustration du sujet, c'est qu'en fait, je trouve que ça connecte beaucoup plus les deux mondes, et donc ce qui fait qu'on gagne aussi en agilité, puisqu'en fait, on va directement répondre à cette problématique. C'est presque une observabilité business. Observabilité business. J'aime bien parler de mesurer les effets de la méthode, mais cette observabilité, elle est hyper importante. Et donc, en permanence, nous, les devs, ils viennent nous dire, bon alors, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Ça facture ? Est-ce que ça facture ? Est-ce qu'on a des features qu'on a développées qui ne facturent pas ? Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que en fait, on est dans une ère, effectivement, où il y a saturation. Donc, nos concurrents viennent parler à nos potentiels prospects, voire à nos clients. Et donc, c'est très compliqué pour eux de faire la différence. Et donc, aujourd'hui, concrètement, là où nous, Clark, on n'est pas bon, c'est pour expliquer pourquoi on a le meilleur produit. On n'est pas des bons product marketing guys. Et là où on est, donc on nous demande une démo, les démos, on fait une vidéo, etc. Mais là où on est très bon, c'est qu'on est plug and play, on branche, ça marche. Et derrière, il y a une stickiness, que tu parlais de la rétention produit. Donc, les clients qu'on a maintenant depuis 2 ans, en fait, pour rien au monde, ils voudraient partir. Donc, on est passé d'un nice to have à must have. Et ça, cette stickiness, elle est hyper clé. Et donc, dans cette intégration roadmap produit,
il y a des choses qui viennent du produit, mais il y a des choses qui viennent des devs. Et par exemple, je vais vous illustrer le sujet, c'est à un moment, on avait du mal à mesurer combien de temps on faisait gagner. Ça peut paraître absurde quand on le dit comme ça. Il y a un des devs qui a dit, moi j'imagine quelque chose, on va mettre un outil de mesure du temps dans notre application, dans les éditeurs. Et donc, c'est la mesure de l'AHT, Average Handling Time, la durée moyenne de traitement. Et donc, grâce à cette idée du dev qui a été exécutée ex nihilo, on a aujourd'hui cette capacité à mesurer chez tous nos clients combien de temps on fait gagner. Okay. Et cette idée, elle n'est pas venue du sales, elle n'est pas venue du customer success, elle n'est pas venue du produit, elle est venue du dev. Oui, qui est un problem solver. Qui est un problem solver. Ça me fait rebondir. Je pense qu'il y a un problème en France sur le terme de développeur. On devrait parler d'ingénieur logiciel, en fait. C'est des gens qui résolvent des problèmes. Par contre, ce que tu dis, c'est que ça va pousser les dirigeants aussi à se positionner différemment vis-à-vis des développeurs et pas à considérer que les développeurs sont des gens qui écrivent du code, mais sont des gens qui résolvent des problèmes business. Et ça, c'est pas aux développeurs de le décider. Il peut être intéressé par ça, mais c'est aux dirigeants de les mettre dans cette position et de leur permettre de le faire. Bien sûr. Alors, on a des questions. On en a pas mal. Et il nous reste que 10 minutes. Donc, on va essayer de faire vite. Une question d'Antoine. On a parfois l'impression que la course à l'automatisation et à l'IA générative produit des systèmes aussi puissants qu'opaques. Dans une logique d'investissement, comment distinguer une vraie avance technologique d'une dette technique camouflée ? Et du coup, quelles sont les bonnes pratiques pour ne pas se laisser éblouir par ces stacks ? Bonne question. Non, mais je pense que la réponse est un peu dans la question. C'est que je pense qu'il faut ne pas considérer ça comme une boîte opaque. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on est un ingénieur logiciel ou quand on s'intéresse et qu'on soulève le capot, qu'on sort un peu des punchlines sur l'IA, on se rend compte qu'on a une chaîne de production. C'est-à-dire que quand on délivre de la valeur, c'est fait d'une certaine façon, avec un certain nombre de garde-fous, avec un certain nombre de choses pour observer, etc. Et de la qualité. Et donc, en fait, je pense qu'il est surtout important de ne pas se laisser trop impressionner par tout ça et d'ouvrir le capot, de regarder dedans et de comprendre comment c'est fait, quel niveau de maîtrise, quel niveau de créativité, quel niveau de contrôle, quel niveau d'idée, etc. Et quand on a ça, on se rend compte que en fait, les critères d'évaluation, ça redevient un peu les mêmes. Ouais. C'est-à-dire à quel point, de façon agile, rapide, on est capable de répondre à un problème avec une équipe donnée, qui génère de la valeur, que les gens sont prêts à payer, etc. Et donc, en fait, on revient à des critères d'investissement qui sont les mêmes. Certes, c'est des nouvelles briques, mais en fait, les briques, il y a toujours quelque chose à l'intérieur. C'est pas de la magie. Ouais. T'es d'accord ? Je suis absolument d'accord. Et moi, je donnerais peut-être aussi un conseil qui est de regarder le chemin parcouru dans ce qu'on veut adresser comme problématique. Exemple, dans le service client, année 2000, apparition de solutions de ticketing. Donc, concrètement, l'objet... Pour arriver à l'automatisation, j'explique le cheminement de ma pensée, mais année 2000, Salesforce, Zendesk, Freshdesk font des outils qui permettent au ticket d'arriver dans les mains de la bonne personne. Assignation. Deuxième vague, 2010, Intercom Gorgias, où là, il y a des solutions où on vient dessiner les workflows de l'entreprise pour faire en sorte que le case il tombe dans la bonne branche de l'arbre de décision et qu'il y ait des triggers qui soient faits là-dessus, donc des déclencheurs. Troisième vague, 2022 et plus, on peut utiliser l'IA générative en plus de tout ce qu'on a imaginé. Deux façons de faire. Première, je viens faire du if, then, else partout. Et donc, je viens dessiner tout, cartographier et je viens utiliser l'IA en surcouche pour personnaliser. Et deuxième façon, je viens pouvoir me brancher, pouvoir observer et pouvoir structurer cette fameuse arbre de décision, donc une base vectorielle dans laquelle je vais aller chercher le cas le plus proche et le plus similaire pour pouvoir résoudre un cas et je réutilise l'IA générative dessus pour personnaliser le message. Et donc, à chaque fois, il faut bien comprendre comment le passé s'est créé et quelles sont les options aujourd'hui et dans laquelle je crois le plus pour avancer. Et est-ce qu'il y a du setup? Est-ce qu'il n'y a pas de setup? Est-ce qu'il y a de la réversibilité? Pas de réversibilité? Donc, tous ces enjeux de si j'arrête, qu'est-ce que j'ai encore de mon côté? Ok. Encore une nouvelle question, à mon avis, qui va te parler, Olivier. L'intégration d'IA dans les projets tech est devenue indispensable pour les VC. Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, dans les boîtes dans lesquelles vous avez investi? Comment tu vois le marché? Comment tu vois les choses? C'est clair que cette nouvelle brique, elle est importante. Elle prend de la place sur quelques rayonnages sur notre étagère. Et je dirais qu'elle a introduit aussi tout un tas de nouvelles problématiques qu'on ne pouvait pas régler avant.
Donc moi, est-ce que c'est indispensable ? Je crois pas. Ce qui est indispensable, c'est de créer de la valeur et de créer des choses qui fonctionnent, qui marchent, qui font faire des pas de côté, qui sont différenciantes. La valeur qui est créée, quoi. Ouais, exactement. Donc ça change pas. Mais c'est vrai que du coup, grâce à ces nouvelles briques, et si tant est qu'on arrive à les utiliser avec tout ce qu'on a mentionné au préalable, d'enjeux industriels, de qualité, d'observabilité, de performance, etc., et ben je crois que l'IA apporte, en fait, ouvre un terrain de jeu nouveau dans lequel c'est vrai que le monde de l'investissement trouve beaucoup de joie à investiguer. Mais du coup, c'est dans ce sens-là que je présenterai les choses. IA comme accélérateur ou comme ouverture de nouveaux sujets, de nouveaux types d'approches, de nouvelles méthodes, quelque part, industrielles. Parce que je pense que la question vient surtout du fait que sur le marché, aujourd'hui, on a le sentiment que si on ne met pas IA dans son deck, la réalité, c'est que les VC vont pas l'ouvrir. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Mais toi, tu parles de valeur ajoutée. C'est important aussi de considérer que les VC, souvent, essaient de comprendre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, je crois que c'est le reflet de toute la discussion qu'on a eue. C'est-à-dire que je crois que quand on ouvre le capot, on se rend compte que l'IA vient aussi avec tout un tas de contraintes. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une prime à ceux qui exécutent bien l'IA. Et donc, moi, je dirais que, est-ce que la tech disparaît ? Non. Moi, je pense que la tech est souvent dans le monde de l'investissement, on parle de critères de différenciation, à quel point la tech est défensive est un critère d'investissement. Je crois, moi, que l'IA vient rehausser la hauteur de la marche de défensibilité technique, mais la rend aussi plus difficile à exécuter, cette marche. Donc, c'est les deux. Donc ça, c'est intéressant de le voir, c'est de se dire, c'est un vrai différenciateur, parce qu'il y a des vrais sujets, il y a des choses nouvelles, il y a des nouveaux réservoirs de valeur. Mais attention, l'idée, c'est pas de se retrouver dans un cimetière de MVP, quoi. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est de se retrouver avec des belles boîtes. Ouais. Qui vont commercialiser leurs solutions à d'autres belles boîtes qui ont besoin de valeur et qui ont, elles aussi, besoin d'optionnalité, en fait. Bien sûr. Ok, super. 3 minutes de la fin. Est-ce que on ferait pas une petite conclusion ? Alors, la tech, commodité ou pas ? Au final, c'est quoi ? Alors, Mathieu, ta conclusion ? Ma conclusion, c'est comme mon introduction. D'accord. Pour moi, c'est une commodité. Ça l'est de plus en plus. On a de plus en plus d'outils qui la rendent commode, on va dire, qui facilitent les choses. On observe exactement, en fait, la même chose qui s'est passée des admin 6 à passer au DevOps. C'est pareil, mais pour les développeurs, globalement, sur l'IA et sur plein de sujets. Maintenant, la question reste toujours, est-ce que je réponds au bon problème ? Est-ce que j'apporte de la valeur ? Est-ce que j'écoute bien finalement, est-ce que je comprends bien ce que mes clients cherchent à obtenir comme solution de ma part ? Et est-ce que je suis capable d'exécuter de la bonne façon ? Et après, est-ce que je suis capable de la créer, cette solution ? Bon, ta conclusion, je pense que je la connais, mais tu peux la répéter ? Pour moi, c'est pas une commoditisation, mais c'est plutôt une supply chain. Ok. Et donc, moi, j'ai envie de dire aux développeurs, est-ce que vous êtes prêts aussi à prendre ce tournant et de devenir, quelque part aussi, des industriels de cette transformation, avec tout ce qui va avec, en termes de qualité, en termes de professionnalisme, etc. Super. James, le mot de la fin pour toi ? J'adore l'image de la supply, parce que j'en ai fait pendant 6 ans, donc tu ne pouvais pas tomber plus juste, et donc je vais rebondir là-dessus. Pour moi, c'est comment on fait pour imbriquer des choses ensemble, donc dans cet environnement supply. Et donc la tech, elle doit s'intégrer sans douleur, et donc ça doit être le moyen, et non pas la fin. Et ce moyen, c'est pour intégrer quelque chose dans un environnement lourd, compliqué, parfois avec beaucoup de legacy, au profit des humains. Donc je crois vraiment en IA plus humain, donc c'est tech plus humain, et avec une expertise métier. Et comment j'arrive à associer ces trois-là ensemble avec une tech qui puisse être utile à tous avec l'effet de la méthode, et ce sera mon mot de la fin. Super. Écoutez, merci messieurs, c'était extrêmement intéressant. Merci à tous qui nous suivent. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les envoyer
à Mathieu et à moi-même. Et si c'est pour Olivier et James, on se fera un plaisir de vous les envoyer par email. Parfait. Rendez-vous le mois prochain. On va continuer à refaire ces lives qui, à mon avis, apportent énormément de valeur et qui sont capables de clarifier un peu mieux cette révolution. Et voilà. Donc le mot de la fin pour moi, c'est merci beaucoup. Et à très Merci bientôt. Joachim. Au revoir. Merci.